Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Réseau d'eau cassé, portions de route emportées. Les intempéries de ce week-end ont fait des ravages dans la commune de Papara. 30 familles sont coupées du monde en attendant le début des travaux. Nous sommes allés à leur rencontre. Dans ce journal également, nous parlerons du projet de centre de mémoire des essais nucléaires et de la dernière mission à Moruroa, des sujets que nous aborderons avec le haut-commissaire Eric Spitz et notre invité ce soir. Ils ont remporté la 7e édition du Heiva Taurea. Le collège de Hao a été désigné grand vainqueur. Au total, 700 élèves ont fait honneur à la culture tout au long de l'événement. Nous reviendrons sur les meilleures performances et sur la remise des prix. 30 familles de Papara sont coupées du monde depuis les intempéries de ce week-end. En cause, des dizaines de mètres de route emportés par la rivière. Les habitants prennent leur mal en patience et attendent le début des travaux. Jessica Doucet, Naya Bennett. Au début, on pouvait passer en voiture. Mais là, comme vous voyez, ça a beaucoup bouffé là, avec la rivière. Normalement, la voiture, elle passe par là. Le réveil a été brutal dimanche pour les habitants de Temarua. Des dizaines de mètres de route ont disparu, emportés par la crue dans la nuit de samedi. Conséquence, 30 familles sont bloquées chez elles. Pour se ravitailler, elles se sont frayées un passage sur cette propriété privée. Certaines doivent parfois faire des kilomètres à pied pour se déplacer, mais certaines zones menacent de s'effondrer. On fait du mieux qu'on peut, on va à pied pour acheter à manger, à boire et tout. Ou sinon, on grimpe à l'autre côté. On est obligé de grimper de l'autre côté, mais maintenant, ce n'est pas évident. Parce que quand on passe de l'autre côté pour aller chez les gens, c'est fermé, quoi. Alors, on est obligé de risquer notre vie pour traverser la rivière, pour venir ici, pour pouvoir emmener les enfants à l'école, aller chercher à manger. Les riverains sont inquiets. Ils attendent qu'une décision soit prise pour qu'une circulation normale puisse reprendre. Je me pose des questions. Je crois que c'est aux hommes politiques, aux élus à venir nous voir. De l'autre côté, c'est bon, mais nous, on est bloqués, nos voitures sont bloquées. Alors il faut peut-être... Les urgences ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas. Regardez la route là, c'est pas possible. La commune assure qu'elle fera le nécessaire avec ses moyens une fois les travaux sur le réseau hydraulique terminés. Elle compte aussi sur la participation du pays dont c'est la compétence. Moi, j'ai contacté, il n'y a pas eu de réponse, on va dire. Bon, on n'est pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de réponse, mais Faterihao viendra ici à la commune de Papara mercredi le 14 à 8h. En attendant, ces familles devront encore se débrouiller et prendre leur mal en patience. La municipalité de Papara a pris un arrêté pour maintenir la fermeture de 3 établissements scolaires sur 5. Des analyses sont en cours pour en savoir plus sur la qualité de l'eau de consommation. En politique, le budget 2024 du pays pourrait être remis en cause. Le Tapura Wir Atira et Ahireya Purinetia ont déposé un recours le 29 décembre suite au vote de la loi fiscale. Ce matin, le rapporteur public du Conseil d'État a rendu son avis. On revient sur les causes du dépôt de ce recours et sur les conclusions du rapporteur dans ses interviews de Nicole Sanker et Tepuarori Teritei. Nous contestions pour des raisons de forme déjà, parce qu'il y a eu des commissions rajoutées, des amendements effacés, et donc nous sommes basés sur ça, et nous attaquions aussi sur la forme, parce qu'il y avait des articles qui mettaient en avant une inéquité face à l'impôt. Ce matin, à 2h du matin, on a reçu donc les conclusions du rapporteur public par rapport au recours qu'on a initié donc avec Ahireya Purinetia et qui demande tout simplement l'annulation de la loi de pays donc, contre laquelle nous avons fait le recours. Pour l'heure, nous sommes dans l'attente de la décision définitive qui devrait tomber très prochainement et qui, nous l'espérons, ira dans le sens de l'avis qui a été donné par le rapporteur public. Et si le Conseil d'État suit les conclusions du rapporteur public, le budget du pays sera déséquilibré. Les recettes de 2024 seraient remises en cause et le gouvernement devrait trouver un moyen de rééquilibrer le budget. Nous écoutons à ce propos Anthony Géros, le président de l'Assemblée. Il est au micro de Sam Tainaori. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'une décision va être prise sous la forme. Donc on va rectifier la forme.
Et ensuite, le texte va être réattaqué sur le fond. Donc on va être obligé encore d'attendre le fond. Donc c'est ça qui est pénalisant en fait pour les collectivités d'outre-mer, pas seulement pour la Polynésie, pour toutes les collectivités d'outre-mer. Si on est cohérent avec ce qu'on fait, on règle la forme. Et une fois qu'on a réglé la forme, on dit quelque chose comme on a toujours lu dans les décisions de justice, combien même ils auraient respecté ça, sur le fond, tel article demande quand même à être revu. Voilà. Voilà, et à noter que l'audience du Conseil d'État est prévue ce mercredi 13 mars. Sa décision sera connue sous quinzaine. Lui aussi fait beaucoup parler de lui. Le Centre de mémoire sur les essais nucléaires a du mal à sortir des cartons. Le projet est évoqué depuis 2006, mais il n'est toujours pas pour demain. Esther Parot-Cordette vous explique pourquoi dans ce reportage. Monsieur le Président, amiral. Devant la stèle de 3 travailleurs morts à Moruroa avant les premiers tirs nucléaires, le discours du haut-commissaire rappelle au pays l'importance d'accélérer le projet du Centre de mémoire sur les essais nucléaires. L'État assure avoir fait sa part du travail. Ce centre de mémoire, le bâtiment qui abrite le centre de mémoire a été offert par l'État il y a déjà plus de 2 ans. C'est le bâtiment de l'ancien commandant de la marine et c'est désormais la Polynésie qui a la responsabilité et la compétence de piloter ce projet. Pour le président Moetai Broderson, ce futur centre de mémoire doit relater les faits vécus par les Polynésiens et menés par un conseil scientifique. Si c'est pour faire un centre de mémoire, je dirais à la gloire des essais nucléaires, ça ne se fera pas. Vu la majorité actuelle, vu le gouvernement actuel, ça ne se fera pas. Si on peut s'entendre sur un contenu misographique qui expose la réalité de ce qui s'est passé, il ne s'agit pas de faire un procès à charge de qui que ce soit, mais la réalité de ce qui s'est passé, là on peut avancer. Et ce conseil scientifique, il faut définir qui en est membre et quelles sont les étapes, quels sont les objectifs, et à partir de ce moment-là, on avance. Ce futur conseil scientifique devra forcément travailler avec l'État qui a réalisé 193 essais nucléaires en Polynésie. Et nous allons faire réagir le haut-commissaire au propos de Moetai Broderson, Eric Spitz. Yaorana. Yorana. Alors, on vient d'entendre le président du pays faire part de ses doutes quant à la mise en place du centre de mémoire. Qu'en pensez-vous ? Moi, je n'ai pas entendu la même chose que vous. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Moetai Broderson. De toute manière, c'est le pays qui a la main et qui en fera ce qu'il voudra. Il faut effectivement s'entourer d'historiens, de scientifiques, de spécialistes du monde aussi de la culture et du nucléaire pour essayer de bâtir un centre vivant, un centre qui permettrait à tout le monde de savoir ce qui s'est passé, et puis aussi un centre tourné vers le futur. Je l'ai dit au président Broderson, il aura, s'il le souhaite, l'appui du ministère de la Culture pour l'épauler dans cette démarche, parce que nous avons plusieurs centres de mémoire qui se sont construits sur des sujets différents en métropole, et donc nous avons un peu cette expérience. Mais c'est une carte blanche pour le pays. Moi, je souhaite qu'on avance, et si possible qu'on avance ensemble. Et justement, samedi, vous êtes rendu à Moruroa avec des représentants, notamment du Tavini Wir Atira. Certains élus sont encore dubitatifs et ils ont affirmé que les discours de l'État sont, je cite, se suivent et se ressemblent. Comment finalement restaurer la confiance avec un gouvernement indépendantiste et anti-nucléaire ? Je crois que cette démarche, il y avait des élus, mais n'oubliez pas aussi qu'il y avait des représentants des travailleurs, des personnes qui ont travaillé, c'était jusqu'à 7000 à Mururoa, et qu'ils ont été totalement satisfaits de cette démarche. Ensuite, je ne demande pas aux Tavini d'adhérer au fait qu'il y ait eu des essais nucléaires. Je leur demande simplement d'ouvrir un dialogue, et puis c'était le sens de la journée qu'on a passée. Il y avait des scientifiques de très haut niveau. Je rappelle que la surveillance de l'atoll est continue, qu'il y a une mission qui fait un certain nombre de prélèvements, et puis une surveillance radiologique de ce site par tel site. Et justement, vous venez de l'évoquer, à Moruroa, les sols sont fragilisés, la stabilité de la couronne est en permanence contrôlée, surveillée du moins. Il y a un risque, je le rappelle, de formation de vagues submersion en cas d'éboulement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la sécurité des habitants de cet atoll et de Tureia est garantie ? Oui, alors sur cet atoll, il y a en l'occurrence une trentaine de militaires qui sont là en permanence, et il y a un système d'alarme tel site qui permet
d'aller auprès d'une borne et de monter en hauteur pour se protéger. La principale commune concernée, c'est Touré-Aya. Et même dans le pire des cas, Touré-Aya serait le nord de Touré-Aya serait concerné par une vague de 3 mètres. Je rappelle que quand je me suis rendu à Touré-Aya il y a 10-12 mois, ils avaient été victimes de houles cycloniques d'une hauteur de 4,5 mètres. Donc tel site permet de déceler au micro-millimètre près pour savoir si la plaque bouge, et c'est suivi 24 heures sur 24 à Paris, et nous pourrions en cas de glissement avoir suffisamment de signaux une semaine avant pour permettre à la population de se protéger et de se réfugier. C'est donc des propos rassurants. La sécurité des Polynésiens, c'est justement votre priorité. Cette année, l'État devrait être doté de plus de moyens pour la sécurité en mer. Quels sont-ils ? Alors nous allons avoir, pour l'instant nous avons un vieux patrouilleur, un P400 pour emprunter un jargon militaire. Nous allons en avoir 2 nouveaux en 2024 et 2025, hyper modernes, allant 2 fois plus loin, 2 fois plus vite, armés de drones pour surveiller la nuit. Et nous allons avoir, pour remplacer le Guardian, des Falcon 50 de l'armée. Ça nous permettra d'être plus efficaces, d'une part, dans nos opérations de surveillance et de lutte contre la pêche illégale, mais aussi pour sauver des vies. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu 430 interventions déclenchées par l'action de l'État en mer. On a sauvé 281 vies. Malheureusement, il y a eu l'année dernière aussi 11 morts et 2 disparus. Et justement, avant de clore cette intervention, on va aborder un tout autre sujet qui est d'actualité. C'est malheureusement les accidents de la route qui se multiplient. Rien que ces 10 derniers jours, il y a eu 4 décès. Que pouvons-nous faire pour que les routes du Fénois soient moins meurtrières ? Alors ces accidents de la route, c'est 7 tués depuis le début de l'année. Comme vous l'avez dit, 4 en 10 jours, alors que le début de l'année avait été relativement calme, concernent quasiment exclusivement des 2 roues. Donc j'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de se concentrer sur les 2 roues, de se concentrer sur les contrôles des 2 roues. Et il me paraîtrait aussi souhaitable d'introduire une législation similaire à la législation du reste de la France, notamment sur les protections. Moi, je vois trop de gens qui circulent torse nu, alors qu'en métropole, il est obligatoire de mettre non seulement un casque, mais aussi des gants et même un blouson. Parce que si vous tombez par terre, si vous êtes torse nu, vous faites complètement râper la peau. Donc il va y avoir l'année 2024, ça va être l'année du 2 roues. Déjà en 2022 et 2023, 85% des tués, c'était des 2 roues ou des piétons. Donc ce sont les personnes les plus vulnérables, et j'ai demandé aux gendarmes et aux policiers de faire encore plus d'efforts en ce sens. Donc l'accent sera donc mis sur la sanction et également aussi sur la prévention. La prévention, c'est ça, c'est ce que je vous expliquais. La prévention, c'est de s'habiller quand on monte sur un 2 roues pour se protéger en cas de chute. Et puis, malheureusement, nous sommes dans un pays, nous sommes français, et donc souvent nous comprenons mieux la répression que la prévention. Et donc, il y aura encore une répression accrue, mais la sécurité routière, c'est toujours un dialogue entre la prévention et la répression. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire, pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Et on poursuit avec le top départ du montage de la tour des juges dans le lagon de Terhoop-Hof. Le chantier est complexe, les ouvriers doivent porter et fixer chaque pièce à la force des bras. Ils devront également s'adapter à la houle. Voyez les détails dans ce reportage de Thomas Chabrol et Mérité Atou. Après avoir été montées puis démontées sur terre, toutes les pièces de la tour des juges vont être cette fois fixées les unes aux autres sur l'eau. Comme avec un puzzle géant, ces ouvriers suivent un plan bien établi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond à contrevolter pour stabiliser tout l'ensemble. C'est le top départ du chantier pour ériger la structure primaire de la tour. D'abord avec 6 poteaux à fixer sur les nouvelles fondations. Pour cette équipe, ce n'est pas tellement le montage le plus difficile. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver sur le site déjà. On a tous entendu des coraux qui n'ont pas cassé. On va essayer de respecter ça. Il y a déjà ça. Et le fait de travailler sur l'eau. Et ça bouge. Ce n'est pas pareil sur la terre. Mais avant même d'immerger les poteaux dans l'eau, il faut les porter. Avec leur tête, ces pièces en aluminium pèsent 64 kg. Les autres fixations ne dépassent pas les 50 kg.
Elles ont été conçues pour pouvoir être transportées et fixées à bras d'homme. Le chantier débute, mais il reste une inconnue, la houle. Oui, la houle, quand elle rentre, ne nous permettra pas de travailler tant qu'on n'a pas mis le premier niveau. Le challenge, c'est de mettre le premier étage, qui nous permettra après de travailler en sécurité sans être assujetti à la houle. Autre difficulté, sur l'eau, ces ouvriers n'ont pas de grue. Les pièces seront levées avec des cordes. Tout au long de ce chantier, la marée sera également à surveiller. Aujourd'hui, ces marées hautes, un avantage pour éviter de toucher les coraux avec une barge chargée. Si les conditions sont favorables, la tour sera dressée dans 1 mois et demi. Contractuellement, la structure doit être livrée et opérationnelle avant le 13 mai. Et place à la culture. À l'issue de 3 soirées de concours, c'est la consécration pour le collège de Hao. Hier soir, l'établissement a été désigné grand vainqueur du Heiva Taurea. Nous vous proposons un retour en images et également un retour en images sur la remise des prix. Commentaire signé Sophie Gebel. Avec un total cumulé de la meilleure interprétation artistique et du meilleur dossier pédagogique, le collège de Hao est le grand vainqueur de cette 7e édition du Heiva Taurea. L'établissement des Tuamotu remporte également le titre du meilleur orero grâce à Tarava Yatematamuya Marakei. Pour la 2e année consécutive, le 2e prix catégorie Heiva Taurea revient quant à lui au collège Makotevane. Suivi du collège de Taravao, grand vainqueur de l'édition 2023, il remporte cette année la 3e place du podium, en plus du prix de la meilleure danseuse grâce à Areiti Vero. Toahere Laflaquière du collège de Tevayuta remporte quant à lui le prix du meilleur danseur pour sa prestation. Dans la catégorie orchestre, le collège de Taha'a s'illustre à nouveau en remportant le meilleur prix pour la 3e année consécutive. Le collège de Mahina. Enfin, le jury a également remis 2 prix coup de cœur. Le premier au collège de Mahina pour sa composition et son interprétation. Et le deuxième à la fraternité chrétienne pour la qualité de son audition et les valeurs que l'établissement a portées sur scène. Mesdames et messieurs, fraternité chrétienne, popo. Et nous prenons la direction de Rayatea pour faire la rencontre de Tehea Pombrin. Elle confectionne des bijoux artisanaux à partir de coquillages amassés lors de ses différents voyages dans les différents archipels du Fénois. Elle s'envolera bientôt en direction du Japon pour exposer ses créations. Ronnie Moufat l'a rencontrée avant le grand départ. Regardez. Tehea Pombrin est une figure emblématique de l'artisanat local à Rayatea. Passionnée par son métier, elle consacre la majeure partie de son temps à la création de pièces uniques. Ce que tu vois là, voilà. Ça prend beaucoup de temps, c'est ça? Ouais, mais moi je peux faire au moins 3 la nuit, hein. Mais des fois jusqu'à l'aube, hein. Je regarde dehors et il fait jour. Dans quelques jours, Tehea présentera ses créations au Japon. Forte de 50 ans d'expérience, elle sait déjà quel type de bijoux sont attendus au pays du soleil levant. Et pour réaliser ses créations, elle n'hésite pas à parcourir les îles à la recherche de sa matière première, les coquillages. Et poupou canela, voilà. Et arabica. Et top, talpa. Et carotte, ces coquillages-là, elles viennent de Tuamotu. La plupart, voilà, il y en a chez nous, mais il n'y a pas beaucoup. Je préfère partir à Tuamotu et aller ramasser et aller acheter aussi les sacs. Et t'es pas fatiguée de faire ça? Jamais fatiguée, j'aime bien. Tehea connaît l'exigence des Japonais, mais elle sait aussi qu'une fois séduits, ils deviennent de très bons clients et n'ont pas peur de mettre le prix. C'est pourquoi elle anticipe avec des séries de créations par centaines. Tu en fais combien à peu près? Quand je fais le bracelet, au moins 50 jours et nuits. Voilà. Jour et nuit, je fais. 50, voilà, des jolis, des qualités. Et tu essaies d'atteindre 1000 colliers par... Voilà, comme on nous a dit d'aller au Japon, ben, il faut faire que des nouveautés, ben, ce qu'on n'a jamais vu. Voilà, c'est la première fois. Même dans mon stand, il n'y en a pas. Alors je fais vraiment des pièces uniques pour eux, pour les Japonais. Elle est inspirée, on leur a fait ça. Et moi, quand je vois ça, je dis, bébé, écoute, moi je vais faire dodo, toi tu continues, et toi, il faut que je dorme, moi. Mais elle est comme ça, et après elle dort.
Après, elle dort, elle fait. Voilà, dès qu'elle se réveille, elle est inspirée, elle est repartie. De R'iatea au Japon, son artisanat prend une nouvelle dimension. Tehea Pombrin incarne cette ambition d'exporter le talent local à l'international. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir sur TNTV, Tohu Whenua Tohu Ora, puis 2 épisodes de votre série Grey's Anatomy. Et très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.